Faire des courses à Horta, non, ça m'était pas. C'est sûr, je m'en serais bien passé. Ce qui me fait stresser, c'est de casser. C'est sûr que c'est dur de s'imaginer s'arrêter 3 jours et de se dire on va pas se faire doubler. Avocado. Bon, tant que c'est pas la ligne n'est pas coupée, tout le monde peut avoir un espoir. Ils ont aussi la peur de ne pas finir et l'espoir que je finisse pas. Bah, en fait, je pourrais mettre 2 jours et demi, je vais mettre 3 pour attendre d'être le matin. Je pense à l'arrivée pour pas arriver de nuit. C'est comme ça. On peut larguer à l'arrière. On quitte Horta qui nous a accueillis magnifiquement. Allez, c'est parti. Plein nord pour sortir de la zone au ralenti et après on pourra accélérer un peu. Et voilà. Voilà 370 000 de Brest. Un tour du monde, c'est pas anodin. On a derrière la main. Hâte de partager tout ça avec mon équipe, la famille. Entre l'idée de se dire la course au large va s'inscrire dans du vol et le moment où on aboutit avec Gitana 17 sur l'arrivée de l'Arca Ultimate Challenge, on n'est pas loin de 10 ans. 2014-2024. J'ai fait certaines navigations avec le Gitana 15 qu'ils ont transformé en volant dans l'objectif de construire le 17. Ça a confirmé leurs sentiments et ça leur a permis de faire un bateau assez différent de ce qui se faisait à l'époque grâce à cette conviction qu'ils avaient qu'il fallait voler. On a d'abord fait plan porteur sur le Multi 70, ensuite foil. Le combo a fait qu'on a réussi à faire voler le bateau et d'ailleurs on n'envoyait que des photos parce que on voulait pas justement montrer que le bateau volait vraiment et donc les gens pensaient que finalement c'était un photomontage. En fait on avait la certitude que la course au large se ferait en mode volant. On a eu la chance de pouvoir utiliser une plateforme existante, pas à grandeur réelle mais en tout cas 2 tiers. Ce qui nous a permis quand même de se rassurer sur un certain nombre de concepts. Et en fait, on s'est servi de cette base-là pour concevoir Gitana 17. L'idée était de faire voler un bateau de course au large autour de la planète et de pouvoir faire un tour du monde en mode volant. Quand le bateau est mis à l'eau, je suis en train de préparer la Volvo Ocean Race en équipage, je suis devant la mise à l'eau et tout paraît différent et peu de gens y croient, même personne n'y croit. Et très rapidement, le bateau d'ailleurs fait des navigations contre la référence qui était à l'époque le bateau de François Gabard massif et pas très à l'aise. Donc tout le monde parle d'un échec. Jamais de la vie, je me suis dit qu'on allait arrêter. Ah non, non, on avait le mort aux dents et on voulait qu'un truc, c'était de montrer justement que ça marchait, qu'on était capable et que l'équipe était capable justement de rebondir et surtout que le concept même était bon.
En 2017, déjà, la question était de se dire que ça va voler. On s'est rassuré déjà au bout d'un mois parce que c'était le 17 août 2017 où un mois après la mise à l'eau, en fait, on a réussi à faire voler le bateau. Donc là, de ce côté-là, on était plutôt rassurés. Il y a eu des périodes de mise au point. Il y avait 9 nœuds neufs, on avait 8 nœuds neufs. Les connaissances ne nous permettaient pas finalement d'appréhender la totalité de ce qui nous tombait finalement sur le coin de la tête parce qu'il y avait plein de systèmes en fait qui étaient à développer, à inventer. Je rentre de mon tour du monde et je vais encadrer un stage juste avant la route du Rhum, 2018. Il y a ce Gitana 17, tout le monde me parle d'un bateau raté, que ça marche pas, qu'il est trop lourd. C'est le jour où le bateau commence à avancer et on se rend compte que le pari est gagné. Ça y est, on voit le flotteur qui vole. Le regard, il a beaucoup changé. La première fois qu'on voit le bateau voler, c'est inouï. Voir quelque chose qu'on a vu irréel pendant 2 ans devenir réel. Je pense que quiconque voit ce bateau arriver sur soi en plein vol est quelque chose de... c'est époustouflant. Je crois que certains avaient décidé de construire des bateaux et ont complètement changé le design de leur bateau suite à ces 2 semaines de stage où le bateau monte tout son potentiel et est juste dans une autre sphère que les autres. On parle pas de dixième de nœud, on parle de plusieurs nœuds, de différence à certaines allures avec la génération d'avant ou la génération des bateaux actuels. On avait certitude que c'était par là qu'il fallait aller. Parce qu'on avait fait des comparatifs en fait, par rapport à d'autres bateaux de même catégorie et on voyait bien qu'on allait beaucoup plus vite. Ça faisait quand même quelques années qu'on avait le pressentiment que ces bateaux allaient voler. Et je pense qu'on est une famille qui aime prendre des risques. Je mets beaucoup en avant les valeurs d'audace et c'est ce qu'on aime faire. Avec un fort sentiment, et je pense que quand on a des forts sentiments, il faut prendre le risque et y croire. Après, on avait des problèmes de fiabilité, et ce qui fait qu'au départ de la route du Rhum, on passe très rapidement en tête la bouée de Fréhel, alors qu'on avait pris un très mauvais départ. Et là, on se dit, bon, on y va pour gagner la route du Rhum. Et en fait, on perd le flotteur au bout de même pas 24 heures. Et donc là, ça a été un gros coup de massue pour l'ensemble de l'équipe, parce qu'on avait beaucoup déjà travaillé pendant 1 an sur le projet. C'est vrai de se prendre un bout de flotteur quand même qui fait 9 mètres de long, et de le perdre au milieu du golfe de Gascogne, ouais, ça a été un coup dur. Mais on a serré les coudes, on savait que ce serait long, ce serait difficile. Et donc on est reparti dans toute une boucle de calcul pour pouvoir comprendre et puis reconstruire en tout cas le bout manquant et puis renforcer ce qui devait l'être. Et donc on va dire que à partir de 2020, on était plus serein sur le fait de pouvoir envoyer un bateau autour du monde. Première navigation, ça, elle reste gravée dans ma tête. J'avais jamais volé sur un bateau. On part, on vole, c'était juste génial. Et là, j'ai dit, mais quel pied ce bateau, enfin, quel plaisir, quoi. Et puis les premières réunions techniques aussi, ça m'a passionné tout de suite. Essayer de comprendre comment fonctionnait ce bateau. Je pense que comme le flotteur il est comme ça. Après il y a eu notre première victoire sur le Fastnet, ça reste quand même un super moment. Le scénario de la course était incroyable. Absolutely fine. There's seconds here between the 2 boats. And it looks as if Edmund de Rothschild have just snuck in ahead. Wow. Right at the end. Whoa! Et on a quand même continué à innover, à prendre des risques techniques pour le faire avancer. Il fallait absolument qu'on progresse. Et c'est ce qu'on a bien réussi à faire, je trouve. On a toujours beaucoup passé de temps à concevoir nos innovations. Parfois, on trouvait ça un peu trop lent avec Franck, mais à chaque fois qu'on les a mis en place, ça marchait, c'était fiable, et finalement, on n'a pas fait beaucoup de pièces, et le bateau a progressé. Alors on sent que ça force là. Ça doit qualité là par contre, hein.
Donc c'est plein de détails comme ça sur lesquels on essaie de toujours avancer et on arrive à gérer fiabilité et innovation et à rester toujours au top, progresser. Cette avance qu'on a peut-être eue au début, elle nous a apporté la sérénité. Parce qu'on n'était pas à courir après la performance, faire des innovations pour être performant, mais plus toujours à aller par petits pas, par petites touches, et toujours mettre 50% sur la fiabilité, 50% sur l'innovation. On a changé de dérive juste pour le tour du monde, justement, avec peu de navigation, mais on savait qu'il fallait le faire pour rester au top niveau, quoi. Je retiens la victoire de la Jacques Vabre avec Franck, même si on a gagné plein de courses ensemble, c'était pour moi la course parfaite. Pile poil pour l'arrivée, ils sont forts. On y est presque. La bouée là-bas, vous voyez la bouée? La bouée orange. C'est maintenant. Le Rhum, évidemment, pour moi, c'était la course que je venais chercher là, qui comptait pour moi. C'était un magnifique, hein. Bon, elle est belle celle-là. Donc il y a des moments comme ça qui restent gravés, mais il y en a beaucoup. Depuis 2019, en fait, ce bateau-là, il a fait que de nous régaler, parce que c'est vrai qu'on a mis 2 ans pour le mettre au point, mais après, à partir de 2019, c'est vrai que le bateau, il a tout gagné, et aujourd'hui, ça reste la référence. Donc, on gagne la route du Rhum, qui était pour nous déjà un doublé pour Gitana, et ce qui était déjà énorme. Et l'Arkea Ultimate Challenge, qui était finalement ce pourquoi on avait pensé ce bateau, c'est-à-dire faire le tour du monde en mode volant, était vraiment la récompense ultime. Et pour Charles aussi, la concrétisation finalement, et pour toute l'équipe également, que la route du Rhum n'était pas le fruit du hasard, mais était vraiment quelque chose de construit et qui a été, on va dire, stratégiquement, tout avait été bien préparé et on était arrivé finalement à ce pourquoi toute l'équipe avait travaillé depuis 10 ans. Ah, Captain. Ça va et toi? Pour les TQ, Lalo, SNS Lalo, de Giga avec une course projet. 5-005. On cherche le bateau. On va avoir le point de 8 heures dans quelques minutes. 16 nœuds de vent, il est à 30 nœuds, donc tardez à l'apercevoir. L'arrivée était magique, on ne pouvait pas faire mieux en termes de lumière, de vent, de mer. On a pu le partager parce qu'il n'y avait pas trop de mer et que les gens ont pu venir autour de nous. C'est un bateau qui est très beau, donc voilà, faire des belles images. Ça fait partie du jeu et ouais, j'avais envie de montrer ce bateau dont on est tous très fiers en fait. Ce bateau, pour toute l'équipe, c'est une fierté. C'était important pour moi de le faire voler. C'est là où il prend toute sa dimension, finalement. Attention, top.
Ok, c'est bon alors, tu confirmes? Affirmatif, confirmé, Charles. Charles Caudrelier, vainqueur de l'Orchia, challenge Brest de 2024. L'émotion qui allait très forte sur la ligne d'arrivée. Tout va très vite en fait. T'as envie d'être avec les gens de l'équipe. Nous au final on l'avait pas vu depuis 50 jours et c'était un moment fort. Tout le monde était là, Ariane de Rothschild, notre armatrice. C'était la case qu'on attendait de cocher. Le bateau avait tout gagné, le tour du monde c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Bravo. Content pour toi. On est vite happé par les obligations médiatiques. Ça passe où là? Quelle émission? C'est en direct. On a cassé l'antenne. Ah ouais, national? Ouais, je crois. Ouh là là! Nous sommes maintenant en direct avec Gaël Robic qui lui a eu la chance d'embarquer à bord du Maxi Edmond Rothschild et qui va pouvoir recueillir les premiers mots de Charles Caudrelier. Gaël, c'est à vous. Effectivement, c'est une chance et même un privilège d'être à bord de ce Maxi et Trimaran Gitana 17 avec Le grand vainqueur de ce Tour du Monde, Charles Caudrelier. Charles, enfin elle est coupée cette ligne d'arrivée après 50 jours. Ouais, elle s'est fait attendre 50 jours, c'est beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé. Très vite t'as envie d'aller partager ça avec les gens qui te sont proches. Parce que dehors, j'arrive pas. Ça va, Manounouche? Ça va. T'es ému? Oui. Je trouve ça toujours trop court. T'aimerais que ça dure un peu plus longtemps. En fait, c'est la récompense de plein de choses en fait. Je repense à toutes les difficultés qu'on a eues pour mener ce projet, je repense à la genèse, je repense au travail accompli par l'ensemble des équipes, je pense aussi à Ariane de Rothschild, à Benjamin de Rothschild aussi, qui était vraiment très impliqué dans cette équipe. Je pense en fait à la récompense et à tout le travail accompli en fait depuis 10 ans. J'aime bien, c'est que même quand je sais que Charles est ronchon à bord, une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée, il change et puis il dit bravo les gars. C'est vrai que ce tour du monde, on n'osait pas trop y croire et au final, on se refait un petit peu la pellicule et on se rend compte quoi, de ce qui a été accompli à ce moment-là. Quoi. Un vrai moment d'émotion. Ouais. Le grand vainqueur de cette Arkea Ultime Challenge Brest. C'est vrai que c'est moi qui en tire beaucoup de la gloire et les lauriers, mais derrière il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Quand on est dans une équipe comme ça, on a envie de gagner pour le collectif parce que sans eux, moi je suis rien. Et rien que d'en parler, ça me donne encore la chair de poule parce que c'était la réunion d'une équipe qui n'a jamais lâché, qui a été au bout de ses convictions. Et c'est une récompense énorme de réussir à gagner cette course. Émotionnellement, en termes d'engagement, c'est intense, ça prend des grands moments de vie. On a participé à ce que ça se fasse et c'est super satisfaisant. Il y a tout ce travail accompli, ça c'est sûr. Et puis après, il y a aussi cette libération totale parce que ça a été 50 jours de stress, je ne vais pas dire H24, mais quasi. Et Charles nous emmène avec ce bateau-là et qu'on voit en plus arriver en mode volant sur une étincelle de lumière fabuleuse et c'était magique. Moi je sais que mon point fort, c'est aussi d'avoir cette équipe derrière moi. Et c'est un travail collectif, c'est pas un travail personnel, c'est un bateau aussi performant. J'ai apporté ma pierre à l'édifice, mais il y a beaucoup de gens qui en ont apporté, et certains plus que moi, dans la partie technique du bateau qui est essentielle. Après moi mon rôle c'est de le faire avancer et de mettre en valeur tout ce travail. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I've become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the